Vous avez deux nouveaux articles. Le premier affirme que l'Iran est en train de démanteler tout l'écosystème militaire américain. Quel est le propos que vous défendez dans cet article? Le point, c'est ce qui motive le CENTCOM. Et les gens à Washington sont complètement fous. D'après la dernière réunion avec Trump dans la salle, les généraux et tous ces idiots autour, Hegseth, Rubio, etc. Et Trump a complètement perdu la tête. Il est devenu totalement hystérique parce que les généraux essayaient, en gros, de lui dire « Écoutez, toutes nos options vont du mauvais au pire, jusqu'au désastre total, et nous sommes en train d'être décimés. Et nos bases n'existent plus ou sont en voie de disparition. » Et c'est le point clé de cette chronique. Et bien sûr, j'ai utilisé une vieille métaphore rock'n'roll en citant Pinball Wizard des Who. Et maintenant, tout est à l'envers. Dans la chanson, qui est absolument merveilleuse, il s'agit d'un jeune garçon, un as du flipper. Il est sourd, muet et aveugle. Alors maintenant, on a un as du flipper à l'envers, parce qu'on a, disons, un garçon persan qui rend le tyran sourd, muet et aveugle en jouant à son flipper. La cible de la bille de flipper, c'est le CENTCOM, et tout un écosystème d'infrastructures de sécurité et d'agressivité des États-Unis dans le Golfe Persique et ailleurs aussi. Cela inclut Erbil, en Irak, et comme on le voit, la Jordanie, qui est bombardée. 2 bases en Jordanie sont littéralement bombardées jour après jour. Donc c'est même pas du 2 contre 1. Souvenez-vous de la stratégie militaire iranienne du 2 contre 1. Si vous nous attaquez, nous allons attaquer. Notre attaque sera 2 fois plus forte. Maintenant, c'est encore davantage. Et désormais, ils n'attendent même plus les attaques américaines. Ils prennent l'initiative. Cela a donc complètement changé la stratégie militaire. L'Iran passe à l'offensive. C'est comme s'ils voyaient une fenêtre d'opportunité, maintenant, pour infliger un maximum d'humiliation aux Américains, parce qu'ils savent que cette fenêtre ne va pas durer très longtemps. Tôt ou tard, parce que Trump est contraint par les délais, et parce que les Iraniens, encore une fois, jouent la montre, ce dont nous avons parlé encore et encore, et dont vous discutez aussi avec vos autres invités. Et l'horloge, en gros, je ne dirais pas qu'elle s'est arrêtée, mais les 5 secondes avant minuit, pour cette horloge en particulier, c'est la mi-août. Autrement dit, dans un peu plus de 2 semaines. C'est la date à laquelle l'épuisement des réserves stratégiques de pétrole des États-Unis atteindra un véritable niveau d'alerte rouge incontrôlable. L'impact immédiat sur l'économie américaine et sur l'économie mondiale sera absolument énorme, parce qu'il n'y aura plus de pétrole américain déversé sur le marché pour contenir les prix. Et si l'on regarde ce qui se passe actuellement sur le marché pétrolier, plusieurs éléments sont interconnectés. Les exportations du Kazakhstan sont en gros à la moitié de leur niveau habituel. Le Kazakhstan est un grand exportateur de pétrole et les grandes compagnies pétrolières américaines sont impliquées dans l'exportation de pétrole au Kazakhstan. Nous avons la fermeture partielle de Bab el-Mandeb. Bien sûr, Bab el-Mandeb n'est pas fermé, mais il est fermé à tout le monde. Les exportations de pétrole saoudien doivent donc passer par un véritable enfer en matière d'assurance, étant donné que n'assurent personne au départ du port de Yanbu, par exemple, ou d'autres ports saoudiens via la mer Rouge. Ils doivent donc payer une assurance supplémentaire pour passer par le canal de Suez. Ils doivent payer le trajet double pratiquement. Les coûts, vous savez, explosent parce qu'il faut contourner l'Afrique pour atteindre l'Asie. Et bien sûr, pratiquement rien ne circule dans le détroit d'Ormuz. Ce qui circule, ce sont certains pétroliers sélectionnés à destination de la Chine. Et il y a eu une exception au cours des dernières 24 heures, ce qui était assez prévisible en un sens, mais c'est un cas isolé.
C'est un méthanier qui va du Qatar au Pakistan. Et devinez ce qui s'est passé. Les Pakistanais et les Qataris ont fait pression sur les Iraniens. S'il vous plaît, au moins ce navire-là. Ça ne veut donc pas dire que les Iraniens vont libérer les pétroliers qui vont n'importe où en Asie, même s'ils passent par les eaux territoriales iraniennes. En pratique, presque plus rien ne sort du détroit d'Ormuz. Donc, si on additionne tout ça, Nima, il n'y a absolument aucune explication logique au fait que le prix du pétrole baisse, ou même qu'il reste contenu, ou les deux, comme c'est le cas actuellement. C'est complètement artificiel. Et évidemment, ce sont les Américains qui le font. Dans environ 20 jours, ils ne pourront plus le faire. C'est à ce moment-là que la véritable crise économique, financière, géoéconomique, qui touchera tout le monde, va commencer. Donc, parallèlement à tout ça, on assiste à une décimation de l'infrastructure américaine dans tout le Golfe Persique, dans les pays du CCG, à Erbil, en Irak. Et il y a même eu un missile qui est allé jusqu'en Égypte. Alors ça veut dire quoi? L'axe de la résistance tourne à plein régime, partout et pratiquement sans interruption. Il n'est donc pas étonnant que cette dernière réunion à Washington ait été un désastre absolu. Parce qu'en plus, ils n'ont même pas de plan. On ne parle même pas d'un plan B. Ils ne savent même pas de quoi parle cette guerre. Et bon, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Si vous posez la question à Trump, au secrétaire des guerres sans fin, Marco Rubio, ou à n'importe quel autre idiot, chacun a sa propre théorie. Ce qui prouve, une fois de plus, que le soi-disant premier cercle de Trump, ce qui constitue en gros l'ossature de cette administration, n'a absolument aucune idée de ce qu'il fait. Point final. They have no idea what they're doing, period. And now it's crystal clear. Et maintenant, c'est parfaitement clair. Donc quand vous avez ces deux vecteurs, la crise pétrolière imminente, la crise économique, la crise du marché obligataire, tout ce que vous voulez, l'effondrement d'un tas de produits dérivés, etc. Et le fait que les États-Unis deviennent littéralement sourds, muets et aveugles dans toute l'Asie occidentale, ce n'est pas étonnant. Et une fois de plus, nous continuons d'être sur une pente très glissante, parce que, étant donné que le président des États-Unis est fondamentalement un narcissique mégalomane dérangé, on ne peut plus rien exclure quant à ce qu'il pourrait faire ou ordonner ensuite. Il pourrait ordonner quelque chose de complètement absurde que ses propres généraux refuseraient d'exécuter. C'est aussi tout à fait possible. Et toutes ces menaces qu'apparemment ils ont suspendues ces dernières 24 heures ou depuis moins de 48 heures, de bombarder l'Iran jusqu'en enfer, d'ouvrir les portes de l'enfer, c'est son expression. Et tout ça, elles n'ont pas disparu. Ça reste une option. C'est très très dangereux. Un moment très très dangereux. Mais pour aller un peu au-delà de ce dont nous parlons maintenant, il y a un aspect essentiel qui me fascine complètement. Le rôle du Yémen aujourd'hui. Le nouveau rôle du Yémen dans tout ce drame. Et la conversation que j'ai eue avec l'un de mes bons amis yéménites, quand il m'a expliqué pourquoi maintenant, pourquoi le Yémen entre maintenant dans la conversation, littéralement, avec ce blocus en réponse à un blocus, mais un blocus visant uniquement l'Arabie Saoudite. Et l'essentiel de sa réponse, c'était que les services de renseignement yéménites sont bien sûr en coordination avec les services iraniens et aussi bien sûr avec les services irakiens. Ils ont compris que les Américains étaient prêts à lancer une sorte d'opération porte de l'enfer, non seulement contre l'Iran, mais contre tout l'axe de la résistance. Les Yéménites ont donc pris leur propre décision à Sanaa, avec bien sûr le conseil politique. Ils en ont discuté avec leur propre parlement et bien sûr sous la supervision d'Abdel Malik al-Houthi. D'accord, maintenant nous commençons notre blocus de Bab el-Mandeb, mais de manière sélective. Et nous donnons en même temps un mal de tête supplémentaire aux Américains et aux Saoudiens.
Je suis donc sûr que vous, comme notre public, avez vu que la réponse américano-saoudienne a consisté non seulement à bombarder le Yémen, mais aussi à bombarder l'Irak, à bombarder le Hashd al-Shaabi, les forces de mobilisation populaire en Irak. Popular mobilization forces in Iraq. Big mistake. First of all, because it Une très, très grosse erreur. D'abord, parce que ça leur prouve à tous que leur interprétation était la bonne. Les Américains voulaient nous attaquer dès le départ. Grande opération, porte de l'enfer, petite opération, peu importe. Ils voulaient nous attaquer de toute façon. Alors d'accord, maintenant on contre-attaque. Donc attendez-vous à des très violents lancés simultanément par les Yéménites et par les UMP, les forces de mobilisation populaire en Irak. Ils sont donc déjà entrés dans la guerre. Le seul qui n'y est pas encore entré, c'est le Hezbollah. Parce que le Hezbollah, bien sûr, calcule soigneusement le moment où il veut vraiment frapper très fort. Mais cela pourrait arriver plus tôt que prévu. Encore une fois, Nima, c'est extrêmement dangereux, parce que la guerre s'étend au lieu d'être contenue. Comment voyez-vous le rôle de l'Arabie saoudite et la manière dont elle ouvre deux fronts devant elle? Pourquoi en a-t-elle besoin? Est-ce qu'elle le fait sous la pression des États-Unis ou bien parce qu'elle est arrivée à une sorte d'accord selon lequel elle doit le faire? Parce que je ne vois rien de bon arriver à l'Arabie saoudite si elle veut faire monter l'escalade. Elle va se retrouver écrasée sous les attaques de l'Iran ou des États-Unis, parce que ces deux pays se battent l'un contre l'autre. Et elle va être écrasée entre les deux. Eh bien, Nima, le terme suicidaire est encore bien trop faible. On peut, parce que le système est tellement opaque, comme vous le savez. C'est une décision prise par un seul homme, dans une méga-oligarchie. D'accord, il y a une oligarchie familiale, bien sûr, mais il n'y en a qu'un qui décide, et c'est MBS. En réalité, personne ne le sait avec certitude, parce que le système est totalement opaque, surtout pour nous, les observateurs étrangers. Il est absolument impossible de savoir ce qui l'a poussé à prendre une décision aussi stupide. Est-ce qu'il a subi énormément de pression de la part des Américains? Est-ce que les Américains lui disent « Si vous ne faites pas ça, votre argent sera gelé ». C'est tout à fait possible. Ou bien, les Américains disent « Si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas cela, il y aura un changement de régime, et notre homme, le prince Naïef, l'homme de la CIA, sera le nouveau dirigeant. » Donc tous ces scénarios sont possibles, Nima. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais il faut considérer qu'aucun d'entre nous n'a accès à ces informations. Et quand je dis aucun d'entre nous, cela inclut les Américains. Personne ne sait ce qui se passe au sommet de la Maison des Saouds. Point final. Ce sont des scénarios tout à fait possibles. Et bien sûr, il y a le désespoir, parce qu'il a peut-être pensé, si je fais ça, j'aurai le soutien américain. Et oui, il l'a eu. Cet attentat à la bombe en Iran était une opération américano-saoudienne. Et bien sûr, Trump a même menti là-dessus. Ce qu'il trahissait, c'est que Trump mentait à ce sujet. Dans l'un de ses posts stupides, Trump a carrément dit qu'il s'agissait d'une attaque américano-saoudienne. Il était coordonné avec l'actuel idiot utile, le nouveau premier ministre milliardaire de l'Irak. Vous vous souvenez, il est allé aux États-Unis, tout le monde disait « Ah, c'est le nouveau, il est très cool, blablabla ». Il est revenu, vous savez, et ils lui ont donné une guerre civile. Ils lui ont donné une attaque contre le sol irakien, en essayant de séparer le gouvernement des unités de mobilisation populaire, ce que les Américains ont toujours fait. Par exemple, la dernière fois que je suis allé en Irak, c'était il y a 2 ans. L'an dernier, je suis allé en Iran, au Liban et au Yémen. Mais l'année précédente, je suis aussi allé en Irak.
Donc ce qui est formidable, c'est que j'ai réussi à visiter l'ensemble de l'axe de la résistance au cours des 2 dernières années. J'ai donc beaucoup appris d'eux et j'ai beaucoup appris sur les problèmes internes, les contradictions, etc., dans chacun de ces pays. Par exemple, en Irak, je me suis entretenu avec le Premier ministre de l'époque, Soudani, le précédent Premier ministre. Un type très sympa. Il nous a reçus dans le bureau du Premier ministre. Formidable. Nous avons été merveilleusement bien accueillis. Ils nous ont fait visiter les lieux. J'ai parlé à beaucoup de ses conseillers. D'ailleurs, Nima, ses conseillers sont atlantistes. Tu imagines? Des conseillers de Premier ministre irakiens. Et ces types sont atlantistes. Ils utilisent tous WhatsApp. C'est complètement dingue. Enfin bref, il y avait encore une marge de manœuvre parce que, même s'ils ne sont pas favorables au Hashd al-Sha'abi, à ces unités, ils ne peuvent pas les antagoniser parce qu'elles sont liées au ministre de la Défense. Elles sont extrêmement populaires. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les unités de mobilisation populaire. Elles sont populaires dans tout l'Irak. Et bien sûr, elles bénéficient du soutien illimité du grand ayatollah Sistani. Donc évidemment, aucun gouvernement ne peut aller contre elles. Ce gouvernement, avec le nouveau Premier ministre milliardaire, dès le début, l'un de ses premiers actes a été de mettre en prison plusieurs dirigeants du Hashd al-Sha'abi. Et bien sûr, les Américains disent « Écoutez, il faut vous en débarrasser. Il faut, peu importe ce que vous faites, mais il faut les neutraliser, les éliminer, peu importe. » Très, très dangereux. Mais il ne pourrait jamais, quelles que soient les circonstances, dire oui à une attaque américano-saoudienne sur le sol irakien. Il tomberait en 2 minutes. Il y aurait un changement de régime en 2 minutes à Bagdad. Vous savez, il suffit de voir les gens qui parcourent les couloirs du palais. Donc cela confirme une fois de plus que les Américains tentaient probablement de faire quelque chose de grande ampleur dans tout l'axe de la résistance. La riposte des Irakiens va être vraiment très dure, parce que maintenant, les Irakiens en veulent énormément à l'Arabie saoudite, autant que les Yéménites. Attendez-vous donc à des feux d'artifice venant d'Irak et du Yémen contre l'Arabie saoudite. Vous pouvez imaginer que cet idiot de MBS n'y a jamais pensé, ou qu'il pensait pouvoir s'en tirer comme ça, et qu'il pensait pouvoir continuer à jouer double jeu. Je fais partie de la force de stabilisation. Nous discutons avec le Pakistan, avec l'Égypte, avec la Turquie. Nous soutenons le développement pacifique, le protocole d'accord. Des conneries. Des conneries. Il ne peut plus jouer sur les 2 tableaux. Maintenant, il est clair qu'il mène son propre jeu agressif contre une grande partie de l'axe de la résistance. Même si, face à l'Iran, il reste en retrait, parce que les Pakistanais leur ont dit « Ne faites rien de stupide avec l'Iran, parce que nous, le Pakistan, sommes les médiateurs. » Même si nous avons un arrangement militaire avec vous, un pacte qui d'ailleurs n'a été renforcé qu'il y a quelques semaines, si vous lancez quoi que ce soit d'absurde, ne comptez pas sur nous pour vous aider. Et cela a été confirmé à Larry et à moi-même par les médiateurs pakistanais. Nous avons dit aux Saoudiens de se tenir tranquilles. Mais c'était avant cette attaque contre l'Irak, Nima. Donc ça change complètement la donne. Je comprends la même chose. Le Pakistan ne veut pas que ces pays se fassent la guerre. Il essaie de tout faire pour rapprocher la région. Mais le problème, vous savez, c'est que les États-Unis ont beaucoup d'influence en Arabie saoudite. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage d'Axios. Lui, il le sait. Il le sait. Oui, eh bien tu le sais, Nima. Tout en Arabie saoudite est factice. Littéralement, tout est factice. À commencer par les chiffres. Il y a environ 20 millions d'Arabes en Arabie saoudite. J'aime citer ces chiffres devant différents publics pour que les gens partout puissent se faire une idée de à quel point tout le système saoudien est factice et fragile.
Donc on a plus ou moins 20 millions d'Arabes issus de tribus différentes. C'est très important. Plus de 100 tribus, des tribus qui se sont historiquement fait la guerre. Elles ne sont maintenues dans une paix plus ou moins relative que par la main de fer de l'appareil sécuritaire de la maison des Saouds, avec MBS au sommet. Alors, disons qu'il y a plus ou moins 20 millions de personnes contre la maison des Saouds. On peut dire avec certitude que cela représente probablement plus de 90% de la population de ces tribus en guerre. En plus de ça, ils ont 10 millions de travailleurs étrangers, de travailleurs migrants. Ils n'ont aucun intérêt dans ce conflit. Ça ne les préoccupe pas. Tant qu'ils ont un emploi et qu'ils sont payés, ça leur suffit. Regardons ce qu'il y a autour de l'Arabie saoudite. Il y a 40 millions de Yéménites, extrêmement armés et très hostiles à l'Arabie saoudite, y compris le long de leurs frontières. J'étais près de cette frontière l'an dernier. J'étais à environ 120 km de la frontière saoudienne. C'est très proche. Et ils disaient toujours à notre petit groupe, oui, dans bien des cas, nous sommes cousins. Pour nous, cette frontière n'existe pas. Nous faisons constamment des affaires les uns avec les autres. Vous savez, nous importons des produits d'Arabie saoudite par ces frontières. Mais si un jour il y a une déstabilisation en Arabie saoudite, ces gens, nos cousins de l'autre côté de la frontière, ne défendront pas leur gouvernement. Ils vont être avec nous. Après tout, ce sont nos cousins. Bon, ce n'est qu'un exemple. 40 millions d'Irakiens, aujourd'hui, une fois de plus, très en colère contre l'Arabie saoudite et très bien armés. Ce n'est pas définitif, mais le Hashd al-Sha'abi, les différentes milices qui le composent et les groupes qui en font partie sont aussi bien armés, voire mieux armés, que le Hezbollah. Et nous avons 90 millions d'Iraniens qui regardent l'Arabie saoudite et disent « Non, nous devons leur donner plusieurs leçons ». Y a-t-il la moindre possibilité viable que cette situation continue en Arabie saoudite? Bien sûr que non. Il suffit, vous savez, d'une étincelle quelque part, et tout pourrait s'effondrer en quelques jours même. Donc, MBS et les gens autour de lui jouent avec le feu. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de conseillers américains auprès de la maison des Saouds. La plupart sont des conseillers américains. Et puis, bien sûr, il y a les conflits internes à la maison des Saouds. Des princes qui n'aiment rien de ce qu'ils voient devant eux, qui veulent ardemment s'emparer d'une forme de pouvoir réel. Et bien sûr, encore une fois, le candidat favori de la CIA pour gouverner le tout, le prince Naïef, qui est d'ailleurs, vous savez, pour le dire de la manière la plus diplomatique possible, en quelque sorte assigné à résidence en fait. Donc, c'est immensément fragile. C'est un château de cartes, complètement fragile. Et ensuite, il décide de s'engager dans une guerre sur deux fronts, Nima, contre le Yémen et contre l'Irak. Comment cela pourrait-il avoir le moindre sens? C'est hors de question. Le problème, c'est ce qu'a rapporté Axios, Pepe. Le ministre saoudien de la Défense, le prince Khalid Ben Salman, qui est le frère du prince héritier, a eu mercredi une réunion avec Donald Trump. Il a déclaré que malgré tout le chaos en cours, il voulait désamorcer les tensions avec l'Iran. Mais la question c'est, vous voulez désamorcer les tensions avec l'Iran tout en les aggravant avec le Yémen et l'Irak. C'est totalement des conneries. Totalement des conneries. Et en plus de ça, vous ne pouvez rien croire de ce qu'Axios publie. Axios, c'est pas du journalisme. Axios est un mécanisme de campagne, de désinformation de l'armée israélienne et du Mossad. Ce n'est pas du journalisme, donc on ne peut rien croire de ce qu'ils disent. Bien sûr, ils sont un porte-parole de l'axe sioniste, mais c'est une toute autre histoire. Axios, c'est communiqué de presse après communiqué de presse, rédigé par l'axe sioniste aux États-Unis. C'est ce que les gens devraient savoir.
This is what people should know.